Trump ne veut pas de cette défaite. Il sait très bien qu'elle est actée en Ukraine. Il ne veut pas de cette défaite. C'est la guerre de Biden. Il dit de façon obsessionnelle, si j'avais été au pouvoir, jamais cette guerre n'aurait été déclenchée. Et l'autre jour, à Anchorage, Vladimir Poutine qui vient lui dire, si Trump avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu cette guerre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur une petite partie de l'actualité, ces fameux pétroliers et drones évidemment russes, évoqués dans les médias un peu partout et bien sûr par nos dirigeants politiques. Alors que faut-il en penser ? Qui croire? On va essayer de démêler le vrai du faux sur leur rôle également qu'ils jouent autour de la guerre en Ukraine. Et puis on s'intéressera aussi à ce que fait Donald Trump outre-Atlantique. A-t-il décidé de se désintéresser totalement de ce conflit ou au contraire est-il en train de jouer une autre partition? On verra tout ça dans quelques instants. Mais comme à chaque fois, chers amis, n'oubliez pas, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça améliore considérablement le référencement. Écrivez bien sûr vos commentaires juste en dessous et puis si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne de TVL, c'est très important et en plus on va bientôt arriver au million. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, non pas un invité, mais deux invités. Hervé Carrez, bonjour. Bonjour Élise. Alors vous êtes ancien colonel de la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous avez été également à l'état-major de l'armée de terre, diplômé de l'école de guerre. Vous êtes aussi spécialiste de la gestion de crise. On vous connaît bien sur TV Liberté. Mais on vous remercie encore d'être présent avec nous. Et puis à ma droite, Régis Le Sommier. Bonjour Régis, journaliste, grand reporter, ancien directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, actuellement fondateur et directeur de la rédaction d'Omerta. Et le dernier ouvrage chez Max Milo, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Je pense qu'on pourra aussi reparler de ces thèmes dans cette émission. Alors on va commencer aujourd'hui avec cette affaire de pétrolier qui a été arrêté au large de Copenhague puis a résonné une semaine à Saint-Nazaire. Peut-être pour commencer, Hervé Carrez, cette affaire, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Alors moi, je m'interroge sur le déroulé des événements qui ont précédé cette affaire, depuis le faux brouillage du GPS de l'avion de Madame von der Leyen, et ensuite tous les autres événements qui se sont succédés avec l'incursion de 19 drones en territoire polonais, ensuite un drone en territoire roumain, ensuite les 3 MiG-31 qui ont mordu sur l'espace aérien estonien. Alors on pourrait discuter dessus puisque la situation pour l'instant reste quand même assez confuse. Et ensuite les derniers événements avec les drones sur les aéroports essentiellement du Danemark et également une incursion sur un aéroport norvégien et dernièrement à Munich. Parce que ça ressemble tout à fait à une campagne de manipulation, de désinformation qui serait montée par un service ou par une agence de type agence de désinformation ou de propagande qui se rapprocherait de l'action des spin doctors pendant le deuxième conflit, avant le deuxième conflit en Irak. Donc on est tout à fait dans ce type de campagne et de plan. Et pour l'instant, ça pourrait se confirmer puisque il n'y a pas dès qu'il y a des enquêtes, il n'y a pas d'acteurs identifiés réellement. Lorsqu'on observe l'événement des 19 drones qui se sont crashés sur le sol polonais et que l'on regarde les images, on peut être qu'interloqué par l'état des drones. Et lorsqu'on s'intéresse techniquement aussi aux capacités de ces drones, on voit que les allonges de ces drones ne sont pas suffisantes pour être lancés, par exemple, depuis le territoire russe. On sait que ces drones-là, qui sont des drones... J'aurais bien aimé qu'on reste d'abord sur le pétrolier avant les drones, si vous voulez bien, Hervé
avec d'accord. Donc ce sont des drones de l'orage. Ils se crachaient sur le sol ukrainien, ce qui fait qu'ils pouvaient les Ukrainiens en récupèrent. Ouais. Alors on arrive au pétrolier. Donc le pétrolier, c'est un petit peu le summum de cette campagne, d'une certaine manière, puisque c'est en conjonction avec le sommet européen de Copenhague. C'est un peu l'apothéose, ça serait l'apothéose de cette campagne, puisque ça permet, en soupçonnant ce pétrolier d'avoir envoyé des drones sur le sol danois, d'être arraisonné au large de Saint-Nazaire. Et maintenant, lorsque on observe le délitement de cette affaire, eh bien, le commandant du navire a été libéré, son second également, et le navire va continuer sa course. Vers le canal. Donc, on peut se dire tout ça pour ça. Bien sûr. Votre opinion aussi, Régis Le Sommier, parce que finalement, on se demande, et on va le voir dans quelques instants d'ailleurs, pourquoi c'est encore les Russes dans cette affaire? Écoutez, moi ce que j'ai vu dans les dernières nouvelles, en effet, le pétrolier fait sa route vers le canal de Suez comme ce qui était prévu. Simplement, il a perdu une semaine quand même. Il a perdu une semaine. Le commandant va être jugé, mais convoqué plus tard pour simplement refus d'obtempérer. Donc là, la trace russe, elle est quand même Commandant chinois. Commandant chinois. Alors on peut peut-être dire oui, ils sont des alliés des Russes. Mais en fait, si vous voulez, je trouve ça très intéressant. C'est comme ces drones dont on n'arrive pas à déceler la provenance. C'est quand même étonnant que. Alors, on sait qu'il y a des millions de drones. Hein. Par exemple, en France, je regardais, vous avez 350 000 drones immatriculés. Simplement. Au-delà de ça, vous en avez plein que vous pouvez acheter dans le commerce et effectivement les faire voler pas très loin des bases aériennes. C'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs arrivé en France. Il y a une base où des drones ont été repérés, mais ça s'est vite dégonflé parce visiblement, c'était des propriétaires de drones et ça n'avait absolument rien à voir avec la Russie ni avec quiconque. Pour le Danemark, on ne sait toujours pas quand Mette Frederiksen, qui est la première ministre, nous explique que ce sont des attaques hybrides, que c'est un acteur professionnel, que ça va durer, qu'il va y en avoir, etc. Par quoi c'est sous-tendu? C'est ça qu'on aimerait savoir. Alors que nos dirigeants en connaissent plus que nous, ok, mais il y a un moment il faut quand même rassurer l'opinion. Or, il me semble que l'objectif, c'est plutôt d'alimenter la psychose, parce que vous avez aussi les mots qui vont avec, les propos d'Emmanuel Macron, lui, il est toujours en tête à chaque fois. On peut l'écouter d'ailleurs peut-être depuis le sommet de Copenhague, où il a évoqué cette histoire de bateau. Il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage, qui justifie d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui. Les équipes d'intervention ont agi en temps et en heure, mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes, qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui finance, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. Alors, si on résume les propos d'Emmanuel Macron, concrètement, il y a une judiciarisation de cette affaire parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le commandant va être jugé pour refus d'obtempérer. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont il nous parle. Il nous parle d'une flotte russe fantôme qui servirait à financer la guerre en Ukraine. Moi, je ne suis même pas sûr que ce bateau en fasse partie. En fait, il n'y a pas la preuve absolue. Et il faut rappeler quand même une chose, c'est que si on veut s'attaquer à cette flotte russe, il y en a qui ont déjà commencé à le faire. C'est les services extérieurs ukrainiens, en l'occurrence le GUR de Kirilo Budanov, qui est son chef, qui ont déjà plastiqué au moins 5 navires soupçonnés de faire partie de dans des ports divers, notamment en Grèce, donc commettant des attentats, on va dire, à l'extérieur de l'Ukraine contre cette flotte. Donc, si vous voulez, on sait qu'elle existe. Ce qui est assez incroyable avec les propos d'Emmanuel Macron, c'est que le prétexte au départ, c'est le bateau aurait envoyé les drones pour survoler et perturber le trafic aérien au Danemark, et in fine, ça devient
il faut lutter contre cette flotte. C'est-à-dire un petit peu comme si le président clandestinement du pétrole pour financer la guerre, c'est ça ? Tout à fait. Donc Emmanuel Macron, en fait, se raccroche aux branches. Comme l'histoire s'est dégonflée, il se dit bon, finalement, on va quand même, on a quand même agi. On a envoyé des commandos marines devant Saint-Nazaire. Franchement, un pétrolier comme ça, je sais pas, vous avez des gardes-côtes qui peuvent très bien faire. Non, il fallait évidemment qu'il y ait des images. Et donc on a vu les Zodiacs, on a vu l'intervention. Bon, finalement, si vous voulez, est-ce que c'était bien nécessaire pour obtenir l'arrêt de ce pétrolier et repart une semaine plus tard. Voilà. En plus, hein. La réponse est dans la question. Alors, c'est incohérent parce que si c'est un pétrolier de la flotte fantôme, alors il faut bien préciser quand même ce qu'il y a derrière ce vocable fantôme. Ce vocable fantôme, en fait, ce sont des pétroliers sous pavillon de complaisance et qui ne sont pas assurés par des compagnies d'assurance occidentales. Parce que derrière le vocable, ça permet d'alimenter une forme de psychose. Hein. Là, c'est un pavillon béninois, je crois. Béninois, oui. C'est incohérent. Vous faites partie d'une flotte qui est plus ou moins surveillée par les Occidentaux et vous traversez une mer fermée, comme la mer Baltique. Vous n'allez pas chercher à vous signaler et vous mettre en difficulté, alors que vous avez un chargement précieux qui vaut des millions de dollars en lançant des drones. Il reste d'ailleurs à déterminer si techniquement c'est possible, hein, parce qu'il faut les lancer, mais après il faut les guider. Et ensuite pour se faire arraisonner au large de Saint-Nazaire. Le deuxième point important derrière toutes ces manipulations, c'est que quel est l'objectif ? Imaginons que ça soit les Russes. Les Russes ont plutôt intérêt à faire baisser le niveau de tension avec les pays européens, de manière que peu à peu les pays européens se désengagent du soutien à l'Ukraine. Donc ils n'ont aucun intérêt à agiter des chiffons rouges devant les pays européens, que ce soit en Pologne, que ce soit au Danemark, que ce soit en France. Ce n'est pas leur intérêt. D'en rajouter, oui. Stratégiquement, en plus, on est face à un acteur stratégique qui est ultra rationnel. Donc c'est un acteur stratégique qui ne fonctionne que comme ça. Par contre, qui peut avoir intérêt à ces manipulations? Alors sans accuser quiconque, hein, il est clair que sur un plan stratégique, les Ukrainiens y ont intérêt pour amener les Européens à s'engager de plus en plus dans leur soutien à l'Ukraine, et notamment de manière opérationnelle, puisque actuellement l'Ukraine est face à de grandes difficultés face aux bombardements stratégiques russes par drone et par missiles de divers types. Ça, c'est un fait avéré. Ensuite, est-ce que les Européens, du fait de leur posture et d'une forme de radicalité, ne participent pas également à cette manipulation pour convaincre leur population que les dépenses futures, qui sont quand même assez importantes sur le plan de la défense et qui pourraient gréver d'une certaine manière des économies européennes qui sont en difficulté, sont justifiées? Voilà les deux acteurs qui ont intérêt à sa manipulation, l'Europe et l'Ukraine. J'ajouterais une chose, c'est qu'il y a quand même eu un déclic, enfin un tournant récemment. Ce sont les propos de Donald Trump. Hein, on me dirait Donald Trump peut dire le contraire demain. Tout est au contraire. Mais là, il a semblé effectivement revenir dans le camp ukrainien, on va dire, soutenir Zelensky, il a fait l'éloge de l'armée ukrainienne qui résiste, et il a expliqué que l'armée russe aurait dû gagner cette guerre en 3 jours si elle avait été une armée digne de ce nom. Sous-entendu, l'armée américaine. Enfin, oui. Au passage que les Américains ont pataugé 20 ans en Afghanistan, et je parle pas du Vietnam, et que les guerres qui se gagnent comme ça en 3 jours, il n'y en a pas beaucoup, mais ça c'est le vocable de Trump. Il a fait cet éloge, et vous regardez, ce qui était très intéressant, c'était un message sur son réseau, Truth Social, et à la fin, il dit « Je souhaite aux 2 pays le meilleur ». Bonne chance. Voilà. Bonne chance. Ça voulait dire quoi? Et je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui, les Américains ont pris le siège arrière. Ils ont pris le siège arrière, donc ils font montre qu'ils n'abandonnent pas l'Ukraine. Ils vont continuer, pareil dans le tweet de Trump, c'était intéressant. Ils vont continuer à armer l'Ukraine, financé par les Européens, ça c'est-à-dire Trump dit l'OTAN et les Européens vont continuer mais à aucun moment dans son papier il y a marqué les États-Unis vont continuer à aider l'Ukraine. Donc en fait, voilà, c'est tout bénef pour eux, on sait que c'est les plus grands gagnants de cette histoire, c'est-à-dire que l'Ukraine va acheter des armes, l'Europe va acheter des armes américaines pour l'Ukraine. Voilà. Donc ça c'est. Mais en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Américains prennent le siège arrière dans cette histoire, il faut que l'Europe aussi montre
qu'elle est capable et qu'elle est menacée. Et je pense que là aussi, il y a une histoire en termes de communication. Vous l'avez dit, montrer aux populations qu'il y a vraiment un danger. Alors je dis pas que tout ça est fabriqué. Hein. Je pense que les Russes ne sont pas non plus totalement innocents partout. Les touche-touche avec les frontières de l'OTAN. Ces drones mystérieux. dont, dit-on, il possédait des cartes SIM. Il y avait les punaises de lit aussi et les têtes de cochon dans les mosquées. Hein. Oui, là, je sais, on a vu des choses. Et puis, n'oublions pas Nord Stream, où là, on commence à savoir vraiment que c'est un commando ukrainien. Alors, on ne connaît pas encore tous les détails, mais... j'allais dire, parce que ça aussi, peut-être, Hervé Carrès, on parle effectivement... On a expliqué que c'était les Russes qui avaient plastiqué leur propre pipeline. On a parlé d'arrestation d'Ukrainiens à 2 reprises, oui. À la demande de l'Allemagne, d'ailleurs, pour ce qui concerne Nord Stream. On a quand même peine à penser, que des Ukrainiens aient pu s'organiser pour agir contre Nord Stream, tout seul, sans aide, et sans le renseignement à minima américain ou britannique. Alors, sur le cas de Nord Stream, je pense que l'hypothèse du journaliste américain dont j'ai oublié le nom, Seymour Hersh. Ouais. Seymour Hersh est vraiment tout à fait plausible, parce qu'elle est très construite et très rationnelle. Seymour Hersh a ses sources au Pentagone, voilà. Donc il est très bien informé. Voilà, donc je pense que cette hypothèse-là, elle est gênante, donc il fallait proposer une hypothèse un peu plus acceptable. Donc l'hypothèse de Seymour Hersh, justement, c'est, on va dire, de l'opérationnel ukrainien avec du renseignement et du conseil... Non, l'hypothèse de Hersh, c'est une équipe de plongeurs britanniques qui, sous couvert de manœuvres de l'OTAN, pose les charges, et ensuite les charges sont déclenchées par un avion de patrouille maritime de mémoire norvégien. Donc il n'y a pas d'Ukrainien dans ce... Mais on est dans une opération complexe quand même. Donc on peut imaginer, alors je n'aime pas spéculer, mais je vais quand même le dire, on peut imaginer qu'il y ait une deuxième équipe qui pense détruire. En fait, on leur donne la mission, mais ils sont là uniquement pour servir de plastron si jamais, sur le plan médiatique, ça devenait problématique pour les acteurs principaux. J'aime pas spéculer, mais on en est là, parce que cette affaire ce que vous me racontez, Hervé Carrès, ça ressemble à certaines théories sur l'assassinat de Kennedy, presque. Mais là, on est quand même sur des opérations qui sont complexes là-dessus. Aussi bien sur le plan technique, la charge qui a été posée, la profondeur, qui va obliger d'avoir une équipe de plongeurs de secours et également d'avoir des paliers de décompression. Donc ça peut pas se faire à partir d'un petit bateau. Avec un masque et un tuba. Par exemple, oui. Par exemple. Non, mais j'aime pas, vous savez que j'aime pas spéculer, mais je trouve que cette hypothèse des plongeurs ukrainiens, elle est intéressante parce que elle permet de dédouaner certainement les acteurs principaux de cette opération, mais elle est aussi problématique parce que c'est là tout le paradoxe, parce qu'elle met l'accent sur un pays qu'on est en train de soutenir et qui en fait qui aurait commis un acte de guerre contre des infrastructures vitales qui étaient allemandes et partiellement françaises également, puisqu'il y avait des investissements de Engie. Alors je voudrais revenir sur le fait que les Russes ne sont pas inoffensifs. C'est clair que les Russes ne sont pas inoffensifs. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit des incendies un petit peu curieux sur des infrastructures du complexe militaro-industriel, que ce soit en Allemagne, en Bulgarie, ou dernièrement en Grande-Bretagne, qui participent de manière directe ou indirecte au soutien à l'Ukraine, il est clair que là, on peut se poser des questions. Parce que ce qui est ridicule, c'est de prêter aux Russes des actions médiatiques qui sont grotesques, comme les punaises de lit, et qui, sur le plan stratégique, n'ont pas d'intérêt pour eux. Alors que mettre le feu à des installations du complexe militaro-industriel européen, ça a un intérêt. Bien sûr. D'autant plus que l'Europe va de plus en plus fournir d'armement et est en premier plan aujourd'hui. Mais on est quand même effectivement dans une partie où la communication, voilà, a pris le dessus presque, je dirais, sur la réalité sur le terrain en Ukraine, parce que il faut éviter au maximum de montrer les mauvaises nouvelles ou d'expliquer réellement ce qui se passe là-bas. Là, au moment où on parle, les Russes contrôlent la moitié de Kupiansk, 50%, ce qui est quand même une ville très importante pour la conquête des dernières places fortes en Ukraine. Pokrovsk, ils en ont à peu près 11 ou 12%, donc ils sont dans la ville. C'est des choses qui montrent que là, voilà, l'étau russe se resserre. Alors vous me direz, oui, ça prend des mois, etc. Mais ça n'a pas duré que 3 jours, donc c'est un échec. Et puis voilà, et on est face à, et ça c'est
toujours quelque chose qui est édulcoré sur la plupart des analyses de plateaux, de chaînes d'infos en continu, que cette ossature ukrainienne du Donbass, c'est la ligne de défense de l'Ukraine qui existe depuis 2014. Ces villes forteresses sont des forteresses, enfin voilà, ces villes sont des forteresses, pardon, et que pour les conquérir, les Russes, ça va prendre un petit moment. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette dynamique en présence. Là, on change de braquet. On explique que la Russie devient agressive vis-à-vis de l'Europe. Vous avez Zelensky qui joue sa partition dans l'histoire, qui explique aussi dans ses déclarations que c'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que la Russie va pas envahir un pays balte. Voilà, comme par hasard, c'est des propos du président ukrainien. Et donc à chaque fois, il y a cette petite musique. Emmanuel Macron qui en rajoute, qui explique que nous sommes presque dans une confrontation avec un adversaire. Donc on parle pas de guerre encore, mais on sent bien que voilà, la rhétorique se met en place. L'idée, effectivement, c'est de dire voilà, maintenant comme l'Europe est là, l'Europe est à la hauteur. Et vous avez le discours qui suit des militaires, le petit doigt sur la couture du pantalon, qui explique que l'armée est prête demain. Enfin, ce soir, elle est prête, voilà, avec un nouveau chef d'état-major qui lui aussi, comment on va dire, voilà. Finalement suit totalement la position du président. Ce que j'aimerais, c'est qu'on écoute rapidement Vladimir Poutine, parce qu'il a évoqué cette affaire de pétrolier et donc tout ce que ça soulève au forum de Valdai, et on va voir si sa réponse est finalement la meilleure. Eh bien, c'est un acte de piraterie parce que oui, ce cas m'est connu. Le pétrolier a été saisi en eau neutre sans aucun motif. Et apparemment, il cherchait des cargaisons militaires, peut-être des drones ou autre chose du genre. Il n'y a rien de tout ça là-bas. Bon, il n'y en avait pas et il ne peut pas y en avoir. Et le pétrolier est effectivement sous pavillon d'un pays tiers. L'équipage est international. Во-первых, я, честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место. On voit qu'il démonte finalement l'argumentaire qui est un peu fragile, on va le dire, du président français, mais pour autant, on ne voit pas qu'il est très offensif à l'égard de ces attaques. On a l'impression souvent que quand on désigne la Russie comme l'ennemi de l'Europe, finalement, le président Poutine ne répond pas forcément et préfère passer à autre chose. Mais en fait, je vais dire quelque chose de terrible, c'est que je pense que les Russes considèrent que leurs compétiteurs stratégiques dans cette affaire-là, et puis ceux avec qui ils vont régler le problème ukrainien, ce sont les États-Unis. Pour eux, l'Europe, sur le plan stratégique, n'existe pas. Ça peut les embêter, les gêner un petit peu, mais on voit de la manière dont ils balaient le sujet. Je voudrais revenir sur les déclarations du président Trump et puis ses tweets, parce que c'est un personnage quand même qui est assez intéressant, et je pense qu'il manie l'humour, aussi bien au plan interne qu'au plan international, sans que forcément ses interlocuteurs ne s'en rendent compte. C'est que souvent, ils se moquent ouvertement d'eux et eux... On l'a vu avec l'escalator à l'ONU, par exemple. Exactement, et eux prennent ces déclarations ou ces écrits au premier degré. Bon, ne serait-ce qu'au plan interne, lorsqu'il a remplacé au Pentagone, pas au Pentagone, à la Maison-Blanche, le portrait de Biden par une machine à signer. Voilà, donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui manie un humour... qui est le propre du personnage. Et qui n'est pas forcément compris sur le terrain diplomatique, de fait. Non, puisqu'il casse les codes et depuis le début. Le problème, c'est qu'on est hyper dépendant de Trump. C'est-à-dire qu'il envahit tout l'espace. C'est-à-dire ce qu'il avait réussi à faire à l'échelle américaine au niveau politique, c'est-à-dire exister, être partout en permanence tout le temps. C'est comme ça qu'il a fait son ascension. C'est comme ça qu'il a conquis la Maison-Blanche, qu'il l'a reconquis. À chaque fois, il est voilà, au centre. Aujourd'hui, mondialement, il est au centre. Et sa vision diplomatique, effectivement, ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle vise essentiellement à faire coïncider des intérêts économiques avec des intérêts diplomatiques et géostratégiques. C'est exactement le cas de Gaza, avec je dirais chez Trump, une particularité liée intimement à son passé, c'est cette idée du bâtisseur. C'est-à-dire que Trump voit en permanence, il y a des exemples incroyables, il le voit tout à travers le prisme de l'immobilier. C'est-à-dire un tas de gravats à Gaza, il voit l'immeuble qui va lui succéder, le plan d'urbanisme qui va accompagner la renaissance de la zone, et il pense
intimement que les personnes vivant dans des immeubles qu'il aura construits lui connaîtront le bonheur puisqu'il y aura le casino à côté. Je schématise, mais c'est vraiment, voilà. Et ça, c'est lié à son enfance, c'est lié à ses premières activités, c'est lié à son père qui lui a mis le pied à l'étrier et qui le vénère. Et par rapport à ça, il dit, moi, je suis expert là-dessus. Et je suis expert, je vous donne juste un exemple, enfin, un tout petit passage sur Israël, mais quand il a présenté son nouveau plan pour Gaza, lundi dernier, il a fait une conférence de presse, il disait, oui, les Israéliens ont quitté Gaza en 2005. Je vais vous dire, moi, d'un point de vue immobilier, c'est une très mauvaise opération. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la vue sur la mer. Et en immobilier, la vue sur la mer, c'est celle qui vaut le plus cher. Et ça rejoint ce qu'il avait dit avec son Riviera. La Riviera, pareil. Sûr, ouais. Et là, il entend bien à travers ce plan, c'est-à-dire c'est Trump en chef de chantier, Tony Blair en contremaître. On est dans une idée de voilà. Donc, et ça perturbe. Parce qu'évidemment, on n'est pas du tout dans la diplomatie classique. Et or, on ne peut pas faire l'économie. On n'est pas dans l'humanitaire non plus, accessoirement. Disons que là, sur le coup, il a une vraie sensibilité sur la souffrance humaine. Donald Trump est quelqu'un qui déteste voir les gens souffrir ou voir les gens mourir. Il l'a démontré à plein de niveaux. Il n'a jamais déclenché de guerre. On me dira, si vous voulez, les frappes sur les installations nucléaires iraniennes du 21 juin dernier sont certes une intervention pour aider Israël, mais il s'en retire et il arrête la guerre après. Pour le coup, là, il a arrêté cette guerre des 12 jours. Donc Trump est effectivement imprévisible, peut être versatile, mais si vous voulez, il y a quand même des lignes de conduite chez lui, et pour le coup, et ça je pense qu'on n'a toujours pas vraiment compris, et nos dirigeants, Emmanuel Macron, même si ils reviennent à la charge, même si que Trump se désintéresse, ne veut plus de cette guerre en Ukraine, que Trump méprise les Européens et continue à vouloir les mépriser en leur disant démerdez-vous, moi j'ai mes objectifs, les Russes ont leurs objectifs. C'est pour ça que quand Poutine fait ça, j'étais étonné au départ qu'il commente même l'histoire du pétrolier. Mais l'histoire du pétrolier, elle est fondamentale parce que c'est le commerce maritime international. Et le commerce maritime international, ça veut dire aussi, évidemment, les livraisons de pétrole à beaucoup de gens dans le monde, mais en particulier aux États-Unis. Je précise que les Russes continuent à livrer du pétrole aux États-Unis. En plus de l'uranium, oui. Tout en se plaignant que l'Europe continue à acheter du pétrole aux mêmes Russes. Donc voilà, on est quand même dans un jeu de dupes. Mais si vous voulez, les Russes sont un acteur absolument fondamental sur le brut international et sur le gaz. Donc on peut pas faire sans eux. Là, ce qu'explique Poutine, dit c'est un acte de piraterie, ça perturbe ce commerce. Et ça, c'est un message à l'endroit des États-Unis. Sous-entendu, calmez c'est plus vos alliés, c'est vos vassaux. Maintenant, on le sait. Avec Trump, on a signé. Madame von der Leyen a signé. Nous achetons 650 milliards de dollars de gaz. Nous avons plus 15%. On a échappé à 30% pour taxer nos produits pour les États-Unis. Bref, on s'est inféodé totalement. On veut continuer à montrer qu'on est dans le coup. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Mais tout s'articule autour de Trump. Un Trump qui progressivement est en train de glisser sur la question de l'Ukraine. Alors, vous me direz, oui, il a autorisé les Ukrainiens à frapper la profondeur, la Russie dans la profondeur, en les autorisant à nouveau, parce que Biden l'avait déjà fait, à utiliser des missiles à longue portée. Les Tomahawk, pourquoi on parle des Tomahawk? Parce que les attaques MS, il y en a quasiment plus. Parce que même la production de Scalp et la production de Storm Shadow, donc Scalp français et Storm Shadow, est résiduelle, et qu'aujourd'hui, tous ces joujoux dont à l'époque on a dit ça va être des game changers, il y en a quasiment plus. Donc là, oui, on parle des Tomahawk, encore que moi je ne suis pas spécialiste militaire, mais le Tomahawk c'est plutôt quelque chose qui est tiré depuis un navire. Donc là encore une fois, tout ça c'est de la communication. C'est pour montrer qu'on est toujours là, mais en réalité, Trump ne veut pas de cette défaite. Il sait très bien qu'elle est actée en Ukraine. Il ne veut pas de cette défaite. C'est la guerre de Biden. Il dit de façon obsessionnelle, si j'avais été au pouvoir, jamais cette guerre n'aurait été déclenchée. Et l'autre jour à Anchorage, Vladimir Poutine qui vient lui dire, si Trump avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu cette guerre. Donc on voit bien qu'il y a un pacte entre eux, et on voit bien que ce pacte il se fait aujourd'hui et il est en train de s'établir.
au-delà de la guerre en Ukraine, sur la question de l'énergie. C'est fondamental et les Russes et les Américains veulent commercer. Immédiatement après le sommet d'Anchorage aussi, c'est passé presque inaperçu, mais Poutine a signé un décret comme quoi les compagnies internationales pouvaient à nouveau forer dans un forage qui s'appelle Sakhalin 1 à l'est de la Russie, et c'était ExxonMobil qui était là avant. Ils ont dû quitter à cause des sanctions. Aujourd'hui, dès que l'horizon va s'éclaircir, immédiatement les Américains vont recommencer à venir forer en Russie. Donc là, on est dans un big picture sur lequel Trump est particulièrement sensible. Il faut montrer en même temps qu'on n'abandonne pas l'Ukraine, mais en réalité, là, on pense déjà à l'avenir. Moi, je pense souvent à vous, Hervé Carrès, quand je vous téléphone quand je vous téléphone pour le journal. Très fréquemment, il y a un moment dans l'interview où vous me dites, ce qui est terrible, c'est la diplomatie des Européens. Les Européens n'ont plus de diplomatie, on ne compte plus. Les rares fois où on pourrait faire quelque chose, ça tombe à côté. Là, on est en plein dedans encore. Bon, l'Europe, vis-à-vis des grands acteurs internationaux de ce monde multipolaire qui est en train de se construire, c'est-à-dire la Chine, la Russie, les États-Unis. L'Europe, c'est un objet géopolitique non identifié. C'est qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils ne veulent pas entendre parler de cette structure-là supra-étatique, sachant que ce sont des acteurs qui sont rationnels et qui ne fonctionnent qu'en termes d'intérêt. Et ils ne peuvent pas comprendre comment des pays puissants, d'une certaine manière, l'Allemagne, l'Italie, la France, ont abandonné leur souveraineté à une structure qui souvent joue contre leurs intérêts. D'où le mépris et la condescendance qu'a Trump vis-à-vis de ce conglomérat, cette Union européenne de pays, lorsqu'il les reçoit dans son bureau. Ça a été quand même extraordinaire. C'était le maître d'école avec les enfants qui venaient ou se faire réprimander, enfin surtout se faire distribuer des bons points. Mais encore une fois, quand on écoute les propos qu'il tient, il se fout ouvertement de ses interlocuteurs. Bien sûr. Donc c'est vraiment important ça. On est face à une recomposition du monde avec des acteurs qui ne fonctionnent que d'après leurs intérêts et essentiellement leurs intérêts. La Turquie, c'est un exemple, membre de l'OTAN, qui occupe 40% de Chypre et personne n'en parle par contre, qui est en confrontation souvent avec la Grèce. La Chine, qui est bien sûr, mais surtout des acteurs émergents comme l'Inde qui s'est permis de tenir tête aux États-Unis. Le Brésil qui fait de même. Donc que deviennent ces pays de la vieille Europe qui avant étaient puissants, qui avaient une aura internationale comme la France vis-à-vis de ces acteurs émergents, qui sont capables de tenir tête aux États-Unis. Les États-Unis comprennent d'une certaine manière, il ne faut pas quand même aller au-delà de certaines limites, mais à condition d'avoir des moyens de se faire entendre, qu'on leur tienne tête. Bien sûr. Alors, je vous propose à présent d'écouter deux déclarations. On va les écouter consécutivement, toujours lors du sommet de Copenhague. Emmanuel Macron, justement, a encore évoqué cette menace russe, les drones, la menace générale, etc., les hostilités. On va l'écouter. La réponse européenne doit être opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut n'avoir aucune faiblesse. Je pense qu'il faut redire que toute personne qui viole l'espace aérien européen est susceptible d'avoir des représailles, parce que c'est notre droit et nous ferons respecter l'espace aérien européen. Et c'est de continuer de nous équiper. Tout ça, ce qui s'est passé ces dernières semaines en Pologne, en Roumanie, en Estonie, et également, même si elles ne sont pas aujourd'hui attribuées, les incursions de drones au Danemark, montrent que nous avons besoin de systèmes de préalerte très efficaces et de coopérer entre nous pour protéger notre espace commun. Donc ça, c'était pour les drones et les objets volants, j'allais dire, et il a fait à peu près les mêmes déclarations de manière plus générale, toujours sur l'hostilité de la Russie. On l'écoute. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation.
Bon, c'est vraiment la fabrication de l'ennemi. Maintenant, le russe a bon dos. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux de pouvoir et des hostilités réelles de la Russie à l'égard d'autres pays. Mais on a l'impression que c'est la bonne excuse. Maintenant, c'est toujours les Russes, quoi. Moi, je vais vous donner un exemple qui est de communication de guerre utilisé par Emmanuel Macron très récemment. Juste après l'incursion des drones en Pologne, Emmanuel Macron a annoncé que 3 Rafales seraient envoyés donc à la frontière polonaise pour opérer la surveillance de cette zone. Donc ça y est, on montre les muscles, on envoie le Rafale, qui est un de nos produits. C'est entre le canon César et le Rafale, on aime bien les mettre en avant. C'était d'ailleurs dans le cadre d'une coopération bilatérale ou de l'OTAN? C'était l'OTAN, c'est de la surveillance. Ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai eu l'occasion pour le Figaro Magazine au début de la guerre, en avril 2022, d'accompagner en avion ravitailleur 2 Rafales, à l'époque c'était 2 Rafales, qui faisaient exactement cette mission. Alors vous me direz maintenant, les Rafales peuvent décoller depuis la Pologne, etc. Ils se sont rapprochés. À cette époque-là, ils quittaient la base de Mont-de-Marsan. Nous étions partis en avion ravitailleur depuis Istres, et on avait fait le chemin à travers l'Allemagne jusqu'à la Pologne, et jusqu'à cette frontière, c'est-à-dire face à la Biélorussie, à Kaliningrad au nord. Donc, si vous voulez, par rapport à ce que dit Emmanuel Macron, ça veut dire quoi? On rajoute un mirage par rapport aux 2 qui régulièrement, et donc à l'époque il y avait effectivement, on était en avril, la guerre était toute nouvelle, il y avait une menace, il y avait une certaine tension. Mais si vous voulez, moi je me souviens très bien des mécaniciens de discuter comme ça avec eux, qui me disaient mais c'est des missions assez classiques. Voilà, la surveillance de la frontière est de l'OTAN, ça se fait depuis longtemps. Et sur la question des franchissements de frontières, c'est pas rare que ça arrive. Là, c'est le 19 septembre au-dessus de l'Estonie, mais les Américains régulièrement se font rappeler par les Sukhoi russes en mer Noire parce que l'avion d'observation s'approche un peu trop près et éventuellement fait du touche-touche avec la frontière. C'est quand même quelque chose qui est pas... Or, là, c'est présenté comme une escalade. En réalité, c'est ce qui se passe. Et très intéressant, je signale, la réaction de Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui immédiatement dit tout avion qui pénètre le territoire de l'OTAN doit être détruit. Il le dit sur Fox News. 2 jours plus tard sur CNN, il a dû avoir un petit coup de fil, il dit il faut voir si la menace, si des civils sont menacés, des objectifs militaires, il faut voir au cas par cas. On n'est plus du tout pareil. Donc Donald Trump, lui, semblait privilégier l'idée qu'il fallait abattre les avions. Emmanuel Macron, d'un coup, a dit non, il faut pas abattre les avions. En fait, ça montre quoi? Peut-être que les Russes font ça justement pour provoquer, mais politiquement, pour montrer que la réaction n'est pas unanime et pour montrer que la protection vis-à-vis, on parle d'un mur de drones, mais pour construire un mur de drones à la frontière, on a une frontière extrêmement longue. Il va falloir multiplier les capteurs, il va falloir les installer. Tout ça, ça va prendre des mois. Et encore une fois, ça prouve quoi? C'est qu'on n'est pas prêt. Voilà. Et que la surenchère verbale ne vient pas masquer le fait que dans beaucoup de domaines, moi je suis pas spécialiste militaire, mais on voit très bien qu'il y a des trous dans la raquette. Sur cette affaire, justement, on a beaucoup entendu ça, que ces histoires de drones, c'était là pour provoquer la défense otanienne, j'allais dire, de la part des Russes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hervé Carrez? Est-ce que c'est crédible? Non, mais comme je vous ai dit, l'intérêt des Russes, c'est de montrer stratégique, de montrer aux Européens, et surtout aux populations européennes, que la guerre en Ukraine, c'est une guerre entre les Ukrainiens et les Russes, et qu'il n'y a pas de menace pour les nations européennes. Donc ils n'ont pas intérêt à agiter un chiffon rouge. Même si c'est pour montrer les dissensions, comme semblait l'indiquer Régis. Les dissensions, elles existent déjà. C'est pas faux, mais comme ça on les voit encore plus. Et tester le dispositif otanien, ils le connaissent déjà, les Russes, puisqu'ils ont les moyens de guerre électronique qui leur permettent d'évaluer en fait le dispositif otanien ou de réponse. Ils ont l'habitude. C'est pas nouveau que des avions russes se font intercepter et guider, accompagnés par des avions de l'OTAN. Alors ça existait pendant la guerre froide, mais ça a toujours existé. Depuis qu'il y a le dispositif de police de l'air dans les pays baltes, ça existe. Non, je ne pense pas que c'est leur intérêt stratégique. Cette montée en tension avec les Européens n'a pas d'intérêt pour eux, surtout que les Russes ont une difficulté, c'est qu'ils ont leur esclave de Kaliningrad, qui est un élément stratégique important pour eux, avec un couloir qui est assez fragile, et cette esclave de Kaliningrad, elle donne sur une mer fermée qui est otanienne maintenant.
totalement otanienne, surveillée par l'OTAN. Donc ils ont plutôt intérêt, eux, à faire baisser le niveau de tension dans cette mer pour éviter d'être confrontés à des provocations ou à des arraisonnements comme il y a eu dernièrement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se coucher, puisque c'est quand même un acteur qui ne se laisse pas faire. On l'a déjà vu dans plusieurs cas. Malheureusement, la guerre en Ukraine le montre. Mais ce n'est pas leur intérêt stratégique. Donc justement, ce que vous voulez dire, c'est ils font attention à bien rester dans les clous pour pas, quelque part, qu'on puisse facilement leur reprocher une montée et une escalade. Je pense que les Russes ont toujours des stratégies qui sont assez complexes. Dans l'histoire, si on reprend l'épisode des missiles de Cuba, ça a été vendu comme une victoire de Kennedy, mais dans les faits, c'est les Russes qui ont mis en place ces missiles pour aller vers une négociation pour que les Américains enlèvent les missiles qui se trouvaient à leurs frontières en Turquie. Donc, stratégie complexe, encore une fois. Donc là, chaque fois que l'on est face aux Russes, il faut imaginer quel est en fait le jeu réel qu'ils poursuivent derrière une action. Et là, très honnêtement, je ne vois pas quel est leur intérêt d'agiter les Européens. Alors si on résume, finalement, l'histoire du pétrolier, ça s'est dégonflé. L'histoire des drones, on n'a pas de preuves. On ne peut pas l'exclure complètement, mais globalement, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves sur leur provenance, sur qui les pilote, sur qui les a envoyés, sur exactement l'état dans lequel ils étaient, sur leur charge ou leur non-charge. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait une forme de manipulation. Quels seraient les objectifs finaux de cette manipulation des pays européens qui agitent toutes ces menaces russes? Moi, je suis étonné sur la question de la non-provenance des drones. C'est-à-dire que ça fait quand même une multiplication de ces événements. Ça remonte à lundi dernier. On est samedi, le samedi suivant, et on n'a toujours pas réussi à détecter, alors qu'il y avait quand même deux des principales bases militaires danoises, donc une militaire pas arme blindée, infanterie, et l'autre une base aérienne qui ont été survolées. C'est quand même surprenant de se dire, si cette action est concertée, si elle est russe derrière, il y a quand même un indice forcément à un moment, puis il n'y a pas un seul drone, c'est plusieurs drones qui viennent perturber, interrompre pendant 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures le trafic aérien. Je suis étonné que là, actuellement, on n'ait pas eu des preuves, ou en tout cas, quand il y a eu l'incursion des drones, alors c'est très différent, les drones en Pologne, on a retrouvé quand même des carcasses. Oui, mais on n'a pas pu exclure que l'endommagement d'une maison, justement, était provoqué par le drone. On a pu supputer que c'était la défense antiaérienne. Oui, alors on ne sait pas exactement tout ça, en fait, si vous voulez, ça joue de la communication et de la façon dont la communication aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on émet le doute, ça devient une vérité, et on est dans une période de guerre, on est dans une période de confrontation, donc fatalement, mais à mon avis, l'objectif de tout ça est quand même de montrer que la menace russe est. J'ai vu aussi que Laurent Nunez, donc plus en intérieur, nous expliquait que certains OQTF étaient manipulés par des puissances étrangères. Donc on voit bien que les éléments de langage ont été distribués. Il faut y aller, il faut mettre le paquet sur la Russie, et que même des types qui bientôt on va nous expliquer que ceux qui agissent et qui sortent des couteaux sont en fait des agents russes, quoi. C'est très facile. C'est pas après qu'on dise oui, le pétrolier il est reparti. Dans l'opinion. Oui, c'est un peu comme la justice, ça. C'est calomnier, il en restera toujours quelque chose. On ne vient pas après. Mais regardez, faites le test. Vous regardez votre grand-mère ou votre vieille tante que vous allez voir une fois. Vous parlez un peu d'actualité. Tout de suite, l'élément de la peur, tout de suite l'élément du drone qui c'est une menace, Et ça marche, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, le drone, la guerre en Ukraine, c'est la première fois où le drone revêt, au moins dans les opinions publiques, une telle importance. Le syndrome de Stockholm. Oui, c'est ça. On a l'impression que là, c'est pas choisi par hasard cette affaire de drone, c'est parce que ça fait déjà quelques années que les opinions publiques entendent que le drone, on nous disait même que le drone sur la guerre en Ukraine, ce serait le game changer, parce que c'est vrai que ça permettait aux Ukrainiens de compenser un petit peu leurs difficultés à recruter, on va dire. Ça les a aidés beaucoup.
C'est le cas. C'est le cas, mais ça a diabolisé, entre guillemets, cet outil. La pénurie d'hommes se fait cruellement sentir et on sent bien que les drones en position défensive, utilisés en position défensive pour contrecarrer les offensives russes, justement, on arrive à terme et on sait que les Russes ont rattrapé leur retard sur les drones. Au départ, c'est les Ukrainiens qui avaient l'avantage. C'est très intéressant d'ailleurs, puisque les premiers drones qu'ils ont utilisés sont des drones Bayraktar qui étaient fournis par la Turquie. La Turquie ayant même expérimenté déjà ces drones pendant la guerre au Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan de façon décisive. C'est-à-dire que les drones, la naissance du drone de combat aujourd'hui, c'est le Bayraktar russe dans cette guerre qui a annihiler la position de souverain du champ de bataille du tank. Voilà. Tout à coup, le tank est devenu une source de chaleur détectée par le drone et facilement éliminable. Ce qui s'est passé en Ukraine, on l'a vu, ça a complètement changé la configuration de la guerre, avec des effectifs de fantassins réduits, avec de moins en moins d'utilisation de blindés, sauf quand le temps le permet, c'est-à-dire quand il est mauvais et que les drones ne peuvent plus voler. La question des zones, des fameuses zones grises, vous savez, entre chaque front, il y a ce qu'on appelle une zone grise. Aujourd'hui, les zones grises, elles sont de plus en plus importantes parce que les drones rendent impossible, quand on conquiert un village ou très difficile, de tenir la position. Immédiatement, vous allez être attaqué par le drone de l'adversaire et vous allez devoir vous mettre dans des positions de repli où vous pouvez vous dissimuler. Donc, si vous voulez, le drone change complètement la physionomie de la guerre et en plus, il crée chez nous une psychose. Là, c'est pour un autre type de drone, mais c'est vrai que ça agite beaucoup les méninges. Vous voyez ça aussi comme ça, Hervé Carrès ? Je pense que pour la défense des points sensibles, c'est pas nouveau, puisque ça fait de nombreuses années que, par exemple, les centrales nucléaires d'EDF sont survolées par des drones et que les gendarmes, justement, font tout pour agir contre... Alors souvent des drones d'organisation écolo, notamment. Oui, absolument. Mais là, le vrai sujet, depuis qu'il y a eu cette attaque de drones par les services ukrainiens sur les bases de bombardiers stratégiques russes, on est vraiment passé à un stade supplémentaire. Et les militaires, c'est pour ça que le mur de drones, ça n'a pas d'intérêt. C'est quelles sont les installations sensibles, et notamment stratégiques, que l'on doit protéger par rapport à la menace du drone. Et là, jusqu'à présent, on n'a pas mené de réflexion par rapport à cela. Et on voit que toutes nos bases militaires, je ne parle pas du camp de Mourmelon, parce que le camp de Mourmelon, moi je le connais, donc là, honnêtement, il n'y a rien, hormis le régiment de chars. Mais je parle des bases comme la base de Luxeuil, toutes ces bases qui sont importantes, la base de Mont-de-Marsan. Il y a une vraie menace par ces drones-là et des opérations clandestines qui pourraient être conduites par des acteurs... pas forcément étatiques d'ailleurs, puisque ça pourrait être également des acteurs de type terroriste qui auraient la capacité à... On a vu que parfois ça pouvait se rencontrer. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça le vrai danger, en fait, au lieu de se focaliser sur l'hypothétique origine russe des drones, d'ailleurs des drones qui sont très visibles, puisqu'ils ont quasiment un gyrophare quand on les voit, on dirait qu'ils volent pour faire des images au JT des grandes chaînes, puisque... Oui, ils se mettent bien face à la caméra. Un drone de reconnaissance, il vaut mieux qu'il soit discret. Ouais. Donc là, il y a une belle lumière verte. Enfin, je passe. Donc c'est un vrai sujet. C'est une menace qui est réelle et qui pose d'énormes questions aux États et aux infrastructures vitales de ces États et stratégiques pour les défendre. Parce qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante en ce moment. Et alors, il y a peut-être un petit point, vous allez me contredire si vous n'êtes pas d'accord, mais on a aussi le sentiment qu'avec cette surmédiatisation de ces affaires de drones, avec très peu de précision quant aux appareils qui sont utilisés, ça pourrait aussi donner des idées à tous les particuliers qui ont des drones. Ça l'est déjà fait. Je pense que l'affaire de Mourmelon, c'est ça. Et que ça va continuer, ça. Il y a aussi une question qu'il faut rajouter avec la question des drones, c'est la question des brouilleurs aussi. Parce que là aussi, dans cette guerre justement des ondes, il y a une guerre des ondes qui existe en Ukraine et quand les Ukrainiens combattent les Russes et vice-versa à base de drones, on cherche à capter le signal de l'adversaire, on cherche à le brouiller, à faire tomber son drone, et tout ça évidemment, ça donne il y a une évolution absolument incroyable, dont évidemment malheureusement les armées occidentales sont un peu privées. Moi j'ai toujours un doute quand on me dit
encore une fois de façon communicationnelle, nous allons aider l'Ukraine en lui envoyant des instructeurs pour la formation, même à l'artillerie. Je me dis que c'est plutôt nous qui devrions aujourd'hui avoir des instructeurs ukrainiens pour nous expliquer la guerre moderne, parce que cette guerre-là, on l'a pas faite et on est un peu, en France, on est quand même dans un. Moi, je me souviens d'un reportage que j'avais fait à Bakhmout. La milice Wagner à l'époque, c'est donc l'hiver 2023, la milice Wagner, uniquement donc cette SMP, cette société militaire privée, possédait en propre 35 drones différents, 35 types de drones différents. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas encore l'esquisse ou le plan d'un drone français. Donc vous imaginez, et évidemment Wagner apprenait de Bakhmout justement comment améliorer. Parce qu'il y a plein de types de drones, bien entendu. Vous avez des drones individuels, des drones qui sont en éventail, que vous mettez dans une poche, que vous pouvez utiliser. Et ce que faisait Wagner, c'était assez intéressant à l'époque, c'est qu'ils prenaient leurs soldats, par exemple 10 de leurs meilleurs soldats, ils les faisaient venir à Saint-Pétersbourg pour les débriefer, pour savoir comment, à partir du champ de bataille, utiliser, se protéger et utiliser de façon optimale le drone. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle from bottom up, pardon. C'est-à-dire, on prend en marketing, on prend l'expérience de là-bas et ensuite on conçoit le produit. Et Wagner était devenu quelque part à l'époque, même si son activité militaire a été réduite après la mort de Prigojine, un véritable acteur dans le marché des drones. Voilà. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que le public s'imagine, parce qu'on a beaucoup parlé des Shahed par exemple, les Shahed iraniens au départ c'était ceux qu'on voyait beaucoup sur le front, est-ce que là encore ça n'a pas contribué aussi à ce sentiment qui consiste aujourd'hui à nous parler aux journaux télévisés, attention, il y a des drones russes qui volent partout, et qui accompagne cette fabrication de l'ennemi et de la peur? On en revient toujours quand même à qui est derrière ces drones, puisque ces drones, on les observe, ils sont gênants, puisqu'ils sont au-dessus d'aéroports, mais pour l'instant, il n'y a aucune action offensive de la part de ces drones. Je vais poser une question provocante, pardon, mais est-ce qu'on est sûr qu'il y a des drones à chaque fois qu'ils nous parlent de drones? Il y a des lumières, en tout cas. Non, mais on pourrait presque aller jusque-là, parce que... Bien sûr. Parce qu'il existe une vie extraterrestre aussi. Non, c'était pas là sur... Non, maintenant, on est passé des ovnis aux DVNI, les drones volants non identifiés. Oui. Ouais. Ça doit être ça. Alors, il y a quand même une chose assez intéressante, c'est que un vrai problème qui existe chez tous les chasseurs au niveau mondial, c'est-à-dire que quand je parle de l'aviation et de la riposte aux drones, c'est-à-dire que quand on est face aux drones, comme c'est arrivé en Pologne, des avions néerlandais sont intervenus pour intercepter ces drones venus de Russie ou voilà. Il y a plusieurs missiles qui ont été tirés. Ces drones coûtent à peu près entre 10 000 20 000 euros à fabriquer. Le missile utilisé coûte 10 fois plus cher. Oui. Donc c'est un vrai problème. On n'a pas la solution à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que un des chasseurs, il y a une photo d'un des chasseurs néerlandais qui a abattu un drone. Et ils font comme vous savez faisaient les chasseurs quand ils descendaient leur adversaire, ils mettent un avion. Ben là, sur son cockpit, il y a un drone. Ils ont mis un picto de drone sur le cockpit en disant voilà, dans mon tableau de chasse, j'ai un drone. Sauf que effectivement, il y a un problème. Ça, il y a vraiment cette portée de guerre économique et de guerre asymétrique là-dedans. Ah oui, bien sûr, il est évident. D'ailleurs, il y a une chaîne qui est très intéressante à suivre sur YouTube, c'est la chaîne d'Ateh Chouette, qui est un ancien pilote de Rafale, pilote de Rafale, et qui fait des très très bonnes analyses techniques et opérationnelles de tous les sujets aériens, et en particulier des possibilités éventuelles d'interception de ce type de vecteurs aériens. Et il dit très clairement que sur le plan technique, eh bien, c'est une vraie difficulté pour des avions qui volent vite et qui n'ont pas forcément des moyens, en Europe, c'est pas le cas des Américains, peu coûteux pour les abattre, c'est-à-dire des roquettes guidées par laser, puisqu'on passe tout de suite au missile ou au canon. Il y a une vraie difficulté, selon lui, à tirer au canon sur ces petits objets, avec un risque de dommages collatéraux qui est important. Et on l'a vu avec la destruction du bâtiment en Pologne, puisque c'est un missile tiré par un avion polonais qui a détruit le bâtiment. Et ensuite, sur le plan stratégique, parce qu'il est intéressant ensuite, parce qu'il a aussi des réflexions stratégiques, il dit que si les Russes, alors intérêt peut-être des Russes, si les Russes voulaient vraiment provoquer une réaction européenne de la coalition des volontaires avec éventuellement un bouclier du ciel
sur la partie ouest de l'Ukraine, les Russes pourraient très rapidement en fait épuiser les réserves en missiles air des nations européennes, des armées de l'air européennes, puisque de mémoire, ce qu'il a dit, c'est qu'on avait environ 200 missiles Mika dans l'armée de l'air française. 600 000 €. 600 000 € le missile. Donc on voit très bien que si jamais il y avait vraiment cette confrontation, ça pourrait même être un piège stratégique dans lequel on s'engouffrerait. Donc il est urgent, en fait, à la limite, de ne pas réagir. Vous voyez. Oui, bien sûr. Et alors, si on s'adressait à nos téléspectateurs aussi, qui sont des consommateurs d'informations, peut-être, qu'est-ce que vous leur conseilleriez justement pour ne pas marcher dans cette espèce de fabrique de l'hystérie générale et collective ? De regarder les médias alternatifs. Facile. Mais non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors sur LCI, parfois il y a des intervenants qui sont pertinents. Hein. C'est pas souvent le cas. Oui, c'est comme une montre brisée, elle donne l'heure 2 fois par jour. Non, mais honnêtement, moi, quand je veux m'informer, de temps en temps, j'allume LCI 1 ou 2 minutes à certains moments pour voir ce qui se dit, pour voir le niveau de la propagande. Et tout de suite après, j'attends le lendemain pour voir les analyses de chaînes que j'estime sérieuses, Omerta, des chaînes techniques comme celle d'ATE Chouette. TV Liberté quand même. Non, mais TV Liberté, oui, mais là, il y a un conflit d'intérêts pour ce qui me concerne. Mais pas financier, mais conflit d'intérêt en termes d'intervenants. Mais c'est ça. Jacques Beau, même si je connais les biais de Jacques Beau, Alain Juillet, et à partir de là, il faut arriver à se faire une opinion personnelle en confrontant justement les dires et les informations et les analyses qui sont faites. Et ça, je pense que ça, c'est important. J'ajouterais, si je puis me permettre, lisez la presse américaine. Parce que les médias américains sont en général, ils n'ont pas toujours raison. Parfois, ils font aussi de la propagande et ils font aussi parfois des spéculations douteuses. Mais en général, quand la chose ne se produit pas, le média américain fait un mea culpa. Ce qui n'est jamais le cas du Monde ou des Échos ou de je ne sais quel. Ni des dirigeants politiques. Non, ni des dirigeants politiques. Donc là, vous avez une certitude si vous prenez Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, The Economist et Financial Times par exemple, vous avez quand même des choses très très intéressantes. Je pense au Financial Times qui l'autre jour a fait un très très bon article expliquant que le pari de Poutine aujourd'hui, comme son économie ralentit et qu'elle va quand même rentrer peut-être pas en récession tout de suite, mais le pétrole est trop bas, etc. Et puis il y a une sorte de surchauffe par rapport aux performances de l'économie russe qui est quand même dépassé 4% de croissance en 2023 et en 2024. Là, on est à 1,1. Je rappelle que l'Allemagne est proche de 0. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais cet article-là expliquait que Poutine mise sur le fait que l'armée ukrainienne ne tiendra pas aussi longtemps que son économie. Voilà. Et l'article était extrêmement bien construit. C'est des articles que vous ne trouvez pas dans la presse française et des analyses qui font une économie de attention, si tu dis ça, t'es pro-russe, etc. Vous n'avez pas ça. Donc c'est quand même les faits et les raisonnements, l'explication, le vrai travail journalistique existe en Amérique. Et vous pouvez aussi, et c'est tout à leur honneur, regarder aussi des comptes, suivre des comptes comme Deep State, qui est un compte de fabrication de cartes du front, qui est pro-ukrainien, mais qui a une contrainte. Parfois, ils ont quelques biais, mais ils admettent quand même la réalité. Et les Russes, vous avez Rybar aussi, qui fait un peu la même chose. Vous avez un autre compte d'un officier anonyme, mais officier de l'armée ukrainienne de renseignement, qui s'appelle Tatarigami UA, qui est un vrai en anglais, c'est en anglais, et donc tout ça, avec ça, vous arrivez à comprendre ce qui se passe et à avoir de l'information, je dirais, fiable, et à vous faire une idée en comparant ce que vous avez dit. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à cheminer vers ce qui est le plus proche du réel. Et en général, vous avez toujours un moment où ce réel vient rattraper les médias incantatoires, je les appelle comme ça, vers une sorte de correctif général, et on se dit voilà ce qui se passe réellement. La réalité, on ne peut pas la dissimuler tout le temps. Quoi qu'il en soit, dès qu'il y a un événement, et si tout de suite on désigne l'acteur de cet événement, on l'accuse, il faut tout de suite se dire que possiblement, on est face à une manipulation. J'allais dire peut-être que le meilleur moyen de ne pas aller là où on veut nous emmener, c'est de savoir là où on veut nous emmener, justement. Et pour vous,
On a évoqué tout à l'heure les contraintes, parce qu'on se rend compte par exemple qu'en Europe, ceux qui sont les plus virulents pour dénoncer ces attaques russes, c'est Keir Starmer, c'est le chancelier Merz et c'est Emmanuel Macron en France. Ce sont les 3 dirigeants qui sont les plus en difficulté sur le terrain intérieur. Oui, c'est vrai, mais ce qu'on peut constater quand même, et là je rejoins Jacques Beau, il a parlé d'estonisation de la géopolitique européenne, c'est que quand on regarde le poids réel des pays baltes au sein de l'Union européenne quand même, 1 million d'habitants, de grosses communautés russophones, voire russes d'ailleurs également. Donc une vraie problématique historique avec la Russie, qui date d'avant l'ère soviétique d'ailleurs. Eh bien, on a une structure européenne supranationale qui est complètement phagocytée par des pays qui ne représentent rien sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan stratégique. On a Kaja Kallas, oui, c'est ça. Surtout son œuvre, oui. la diplomate européenne qui est estonienne. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais également, ils ont créé un commissaire à la défense de mémoire également qui est lituanien de mémoire. Oui, oui. Donc, en plus, on est en dehors. Quand on regarde la réglementation européenne, les traités européens, on est à la marge des prérogatives quand même de la Commission européenne, puisque toute la politique internationale et notamment de défense, c'est une prérogative des États. Et on peut également se poser la question pourquoi les grands États, je dis les grands États qui sont initiateurs de la communauté européenne et qui ont permis la mise en place de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne et la France restent muets et soumis à cette technostructure qui, très honnêtement, nous amène dans le mur. Ils sont plus que muets, d'ailleurs, ils accompagnent et ils favorisent. Parfois, ils soutiennent. Oui. Alors, il y a un acteur qui a un jeu particulier, c'est l'Italie, quand même. Absolument. On voit que ils ont par le biais de leur première ministre, ils ont un jeu assez subtil au plan international, notamment vis-à-vis des États-Unis, mais même vis-à-vis de la Russie. Vous verrez qu'ils sont très très en retrait vis-à-vis de la Russie également. Mais les 2 autres, la coalition des volontaires, le trio infernal qui est allé à Kiev il y a quelques mois, avec le Premier ministre britannique en plus, eh bien, il se laisse complètement guider par Ursula von der Leyen. Donc c'est quand même étonnant, ça pose question. Surtout que ce sont des pays qui ont dans leurs mains, par leur contribution financière, le financement du fonctionnement de toutes les institutions européennes. Et accessoirement, la France qui ont aussi la bombe atomique. Et en plus, ah oui, alors là, c'est un vrai sujet, ça. Faudra refaire une émission. Et moi, je note quand même qu'il y a des points quand même qui ont du mal à être imposés, notamment la vision quasi obsessionnelle d'Emmanuel Macron d'envoyer des troupes en Ukraine, bien que on a dû lui expliquer, il a dû comprendre quand même que pour les Russes, c'était casus belli, quoi, que c'était quelque chose qui était impossible avant un cessez-le-feu, après un cessez-le-feu, etc. Bon, il persiste à expliquer qu'il va envoyer des troupes. Il y a moins de, je note que Keir Starmer est moins vocal là-dessus, on l'entend moins là-dessus, même s'il était aligné sur ses positions. Les Allemands, on sent qu'il y a le réflexe historique post-Seconde Guerre mondiale de la non-intervention. Les Italiens qui ont dit c'est hors de question, il n'y aura jamais de troupes italiennes. Mais vous avez aussi d'autres acteurs, la Croatie par exemple, qui a exprimé qu'elle ne voulait pas envoyer de troupes en Ukraine. Bon, la Hongrie, on le sait, la Slovaquie. Ouais. Quand vous regardez l'ensemble, la coalition des volontaires, on a beau l'avoir multiplié, y avoir un. Mais c'est parce que Macron est très volontaire, quoi. Les Canadiens et les Australiens, mais finalement, et qu'il y ait 26 pays qui est tacitement. Mais pour cette question précise, qui est quand même un point de bascule. Je veux dire, si on envoie des troupes françaises, alors même si on sait qu'il y en a déjà, mais sous des formes, on va dire plus non conventionnelles, mais des troupes comme ça, même pour le règlement pour l'application du cessez-le-feu, on voit que voilà, rien n'est et les Russes se jouent essentiellement beaucoup, et je pense que les Américains aussi, de ces divisions intra-européennes qui, quand on a une question sur l'attaque de drones, même si elle est orchestrée, je ne sais pas, même si elle est mais vous avez quand même Ursula von der Leyen qui vient immédiatement nous parler de la conception d'un mur de drones. Est-ce que c'est son rôle? Vous avez Mark Rutte qui est l'OTAN, mais vous savez, l'OTAN sont les Américains, donc ça fait moins peur, mais qui lui aussi a besoin d'exister. Emmanuel Macron Keir Starmer qui lui parle à Zelensky, etc. Tout ça montre quand même une certaine confusion et un ensemble qui n'est pas extrêmement cohérent, qui passe son temps, Emmanuel Macron, à expliquer que notre position est claire, nous sommes machin, mais en réalité tout ça me démontre que tout ça n'est pas très clair et n'est pas très cohérent. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr.
Vous voulez conclure, Hervé Carès? Ces propos de Régis Le Sommier, cette dissension européenne, c'est peut-être ce qui nous préserve de voir des soldats français y aller? Mais de toute façon, les soldats français, tel que le plan est conçu pour l'instant, c'est après la fin des hostilités. Ça serait pour participer à la protection de l'Ukraine au cas où les Russes recommenceraient une attaque. Moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, on est face à un monde international qui est en train de se recomposer autour d'acteurs qui ne voient que par les intérêts nationaux. Que ce soit les grands acteurs historiques, Chine, Russie, USA, et ensuite des acteurs émergents qui deviennent puissants. J'en ai parlé tout à l'heure, notamment le Brésil et puis l'Inde. Et puis que cette structure supranationale que constitue l'Union européenne ne participe pas du tout au renforcement des positions des pays, des grands pays de cette structure, et ceux qui avaient une aura internationale, que ce soit la France au premier chef, mais également l'Allemagne, et que c'est plutôt une coalition de faiblesse et un objet géopolitique non identifié pour tous les autres acteurs qui d'ailleurs le méprisent cette structure ouvertement, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes ou les États-Unis. Eh ben, ça serait une bonne conclusion. Je vous remercie beaucoup Hervé Carès, merci beaucoup Régis Le Sommier. Je rappelle votre dernier ouvrage, toujours dispo sur la boutique de TVL. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? C'était aux éditions. Je vais faire une petite annonce aussi pour. Allez-y, c'est la fête. Le nouveau téléachat. Le nouveau magazine Omerta également consacré au Congo. Là aussi un conflit dont on ne parle pas. 10 millions de morts depuis 1994. Titré Congo, silence on tue, et on le trouve dans toutes les bonnes. Dans tous les kiosques. Tous les kiosques, dans 5000 points de vente en France, allez-y, vous verrez, on a beaucoup travaillé dessus et c'est assez complet. Et j'ai vu déjà quelques belles signatures, Charles Nana, Jacques Hogarth, Bernard Lugan. Delval, Bernard Lugan. Oui. Donc, il y a du monde. Ruez-vous dans les kiosques dès à présent. Mais avant, n'oubliez pas, j'espère que vous avez déjà cliqué sur le pouce en l'air parce qu'il faut d'abord assurer le succès de cette émission du Samedi Politique. Bien sûr, écrivez dans les commentaires juste en dessous. Je vous réponds comme chaque semaine. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à TV Liberté si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. En attendant, chers amis, portez-vous bien. À bientôt.